Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct pour une nouvelle édition spéciale et un nouveau thème d'actualité. L'actualité, vous le savez, est marquée par cette nouvelle du décès de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'ex-URSS, figure et témoin incontournable de l'histoire du XXe siècle. Mikhaïl Gorbatchev, décédé à Moscou à l'âge de 91 ans, d'une longue maladie grave, selon l'hôpital où il était, l'hôpital clinique central de Moscou, où il était soigné. On peut dire que Gorbatchev aura tout vécu, de l'effondrement de l'Union soviétique jusqu'à ce dernier conflit avec l'Ukraine. On retiendra aujourd'hui la pluie d'hommages appuyés en Occident après sa mort. Qu'en est-il en Russie? Eh bien, on en saura plus avec notre invitée depuis Moscou, Karine Béché-Golovko. Bonsoir. Bonsoir. Juriste, professeur invité à l'université de Moscou. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parlera également de l'héritage politique de Gorbatchev. Quels événements auront marqué son époque va nous rejoindre dans quelques instants. Également, Gamal Abina, journaliste et militant associatif, il interviendra avec nous depuis Paris. On sait que suite au décès de Mikhaïl Gorbatchev, le président russe Vladimir Poutine a adressé ses condoléances. Il évoque la mémoire d'un homme qui a eu une grande influence sur l'histoire du monde, mais a guidé la Russie à travers une période de changement complexe et dramatique et de grands défis. Karine Béché-Golovko, j'aimerais avoir votre avis, votre lecture sur ce message de Vladimir Poutine. Que dévoile-t-il selon vous? Il dévoile principalement une hésitation parce qu'il est d'une neutralité absolument remarquable. C'est un chef d'État qui adresse ses condoléances à la famille d'un de ses prédécesseurs, chef d'État, qui est décédé. Donc nous voyons ici effectivement les traces du protocole. Nous remarquons aussi le choix des mots qui est quand même on ne peut plus prudent puisque effectivement la présidence de Gorbatchev, en tout cas la gouvernance de Gorbatchev et ensuite sa très courte présidence ont marqué un tournant dans l'histoire mondiale, mais pour la Russie, c'est un tournant qui est apprécié de manière très très divergente selon, on va dire, les affinités idéologiques de chacun. Ceux qui seront plus occidentalistes, plus globalistes, dirons-nous aujourd'hui, voient avec plaisir l'œuvre de Gorbatchev qui a conduit au démantèlement non seulement d'un régime politique qu'il détestait, mais également d'un pays, puisque c'est quand même ce qui lui est reproché par les étatistes, c'est d'avoir détruit le pays en voulant remettre en cause l'idéologie. Et c'est le problème, en fait, pour la Russie, dans son appréciation du rôle de Gorbatchev, c'est que les réformes économiques qui ont été mises en œuvre sous lui ont conduit à un appauvrissement absolument phénoménal et de l'État et de la société. Les réformes libérales ont été accompagnées de mesures complètement absurdes, comme par exemple la loi Sèche et l'interdiction totale de l'alcool, qui a conduit à une catastrophe économique et sociale dans les régions viticoles de la Russie. Il y a eu ainsi beaucoup de mesures très pompeuses, très à l'occidental, mais qui ont produit des effets quand même qui sont extrêmement contestables. C'est la première fois que la Russie, à la fin du règne de Gorbatchev, s'est retrouvée à une taille aussi petite, puisqu'il y avait eu l'Empire russe qui, lui, s'est quand même assis pendant près d'un millénaire. Il y a eu ensuite la révolution bolchevique, mais l'URSS a récupéré la plus grande partie des territoires derrière, qui étaient historiquement faisaient partie de la Russie. Et c'est la première fois aujourd'hui que, effectivement, suite à la politique menée par Gorbatchev, qui a quand même particulièrement affaibli le pouvoir et politique et économique, qui a conduit à un mécontentement social très important, le pays se retrouve dans une configuration géographique et donc une configuration géopolitique qui est beaucoup plus difficile.
Alors on reviendra justement, bien entendu, sur le contexte dans lequel intervient donc le décès de Mikhaïl Gorbatchev. Vous avez parlé, Karine Béché-Golovko, des divisions que suscite la personnalité de cet ancien président de l'ex-URSS. Parallèlement à l'accueil qu'a suscité cette nouvelle du décès de Mikhaïl Gorbatchev, on constate qu'en Occident, il y a eu donc des hommages plus marqués en Europe et en Occident. Et c'est une figure adulée en Occident et on le comprend bien, Karine Béché-Golovko. Tout à fait, c'est une figure adulée en Occident et on peut même se demander dans quelle mesure ce n'est pas leur produit. Donc, il est évident qu'ils ont béni sa présidence et ils regrettent sa disparition. Juste pour quelques chiffres, il faut rappeler quand même qu'en 6 années de présidence, elle était quand même assez courte, en tout cas 6 années de pouvoir, Gorbatchev a rencontré 11 fois les présidents américains. Ça fait plus d'une fois par an en moyenne. C'est absolument énorme, surtout pour arriver au résultat que l'on connaît. On se souviendra également quand même que déjà dans les années 70, alors qu'il était très très loin du pouvoir central, il était très souvent en Europe, en Italie, en France, etc. Dans les années 84-85, lorsqu'il était en charge de la politique extérieure pour le Soviet suprême, il y a eu 2 rencontres qui ont marqué l'histoire et qui ont une très très forte influence ensuite sur le cours politique de l'URSS. Ça a été d'abord le Canada et ensuite la Grande-Bretagne, et la rencontre avec Thatcher a eu une influence phénoménale. Donc, c'est quand même un personnage qui effectivement est adulé en Occident, oui. Mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément un très très bon signe, en tout cas pour l'intérêt de la Russie. Alors Mikhaïl Gorbatchev qui incarne la fin de cette guerre froide. Justement, j'aimerais revenir avec vous toujours, Karine Béché-Golovko, sur le parcours de Mikhaïl Gorbatchev et sur cet épisode de la dislocation de l'URSS. On peut considérer que Gorbatchev a laissé faire à l'époque, mais comment peut-on avoir une carrière comme celle de Gorbatchev au sein de l'URSS, au sein de l'Union soviétique, et par la suite participer ou précipiter donc à la chute de l'Union soviétique à l'époque, Karine Béché-Golovko? Il y a 2 explications qui sont fournies. Soit il a lancé un processus parce qu'il partageait réellement cette vision occidentale de la société, mais ce processus lui a échappé, déjà parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez faible comme individu, et ça malheureusement ça s'est vu mais un petit peu trop tard. Et le processus qu'il a lancé était absolument incompatible avec le système institutionnel mis en place en URSS, en tout cas était incompatible de la manière dont il a été fait. Deuxième chose, c'est deuxième alternative possible. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, il y avait quand même toute une partie du clan au pouvoir soviétique, même si c'était un système qui était unipartiste, il y avait différents clans idéologiques à l'intérieur et il y avait un véritable combat entre, et notamment un combat entre les conservateurs et entre les réformateurs. Et Gorbatchev a été mis en place par ce clan des réformateurs. Et ces réformateurs, ce qui est dommage, parce qu'on en arrive toujours là, et partout lorsqu'on parle de révolution, finalement, sont pro-occidentaux. On aimerait tant avoir des réformateurs qui soient pro-nationaux, mais on se retrouve toujours avec des gens qui finalement introduisent dans leur pays des mécanismes clés en main, mais qui ne sont pas adaptés à la réalité ni politique, ni institutionnelle, ni économique, ni sociale de ce pays, avec les effets qui sont toujours les mêmes, comme on le voit. Très bien, on va continuer d'évoquer le parcours de Mikhaïl Gorbatchev, l'ex-président de l'URSS, avec Gamal Abina qui vient de nous rejoindre depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Abina, donc on a donc parlé des divisions que suscite la personnalité de Mikhaïl Gorbatchev au sein de la Russie actuellement. Et en parallèle, en Occident, il y a eu, après la nouvelle de son décès, des hommages plus marqués. Comment vous l'expliquez ? Simplement parce que l'Occident se satisfaisait pleinement de l'arrivée de Gorbatchev en 85, qui a conduit en 86 une perestroïka
consécutive à la catastrophe de Tchernobyl. Faut pas oublier que l'URSS était quasiment dans une situation de cessation de paiement. Économiquement, c'était très difficile. Et donc, du côté occidental, finalement, son arrivée était du pain béni. Il se rapprochait de l'Occident, il apaisait les tensions, il était quasiment le fossoyeur de l'Union soviétique, puisque son action a conduit, avec des réformes qui ont été mal appliquées, à ce que l'Union soviétique, à laquelle il tenait aussi lui-même, finisse par s'effondrer en 91 avec le coup d'État de Guenaï Yenayev, qui était donc un des militaires qui avait tenté le coup d'État pour récupérer le pouvoir, parce qu'il sentait bien que la chute de l'Union soviétique était proche. Et ce qui s'est passé, c'est que l'arrivée au pouvoir de son successeur, qui a quasiment fait un coup d'État, on parle donc d'Eltsine, Boris Eltsine, a été pour la Russie, donc on n'est plus dans l'URSS, puisque l'URSS a implosé. En Russie, à proprement parler, ça a été catastrophique. L'ultralibéralisation, la privatisation des richesses du pays, la montée des oligarques, donc des voleurs qui ont pris pour des dollars symboliques des groupes extraordinaires, que ce soit dans le pétrole, gaz ou autre, et ils ont commencé à démembrer le pays, privatiser le pays et réduire à la misère sociale tous ceux qui avaient souffert du communisme qui était mal géré, mais qui finalement étaient quand même protégés par un parapluie d'amortisseurs sociaux qui existaient malgré tout. Il n'y avait pas de misère. On se souvient que Moscou était la capitale la plus dangereuse devant Chicago, c'est vous dire un peu. Oui. Et on se souvient surtout que l'Union soviétique, l'effondrement, ça a donné 10 ans de vide total, une création d'une unipolarité qui a détruit l'Irak et tout un tas de pays dans le monde par l'Amérique, et un Gorbatchev qui aujourd'hui est détesté côté russe, on ne le célèbre pas, et qui est évidemment encensé côté occidental, puisque finalement, c'est Gorbatchev qui a donné la victoire, la vraie victoire, devant ce fameux bloc soviétique. Il a donné la victoire aux Occidentaux. Donc les Occidentaux ne peuvent que célébrer cet homme qui était le fossoyeur de l'Union soviétique. Très bien. Il est vrai que le nom de Mikhaïl Gorbatchev est intimement lié à ces réformes entreprises au sein de l'URSS. Gamal Habib a parlé de la perestroïka. Il y a également le glasnost. Karine Béché-Golovko. Comment les Russes perçoivent ces réformes, les Russes actuellement? C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que votre invité a dit. Effectivement, le bilan est particulièrement mal perçu en Russie parce que derrière Gorbatchev, il y a eu encore Yeltsin. Et n'oublions pas quand même que c'est aussi Gorbatchev qui a mis Yeltsin en place à la tête de la Russie soviétique à l'époque de l'URSS et qui ensuite, en quelque sorte, a mis en place la personne qui allait contribuer à le faire tomber. Toutes ces réformes qui ont été mises en place, aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a quand même une génération qui est passée, donc il faut, à mon avis, voir différemment selon les générations. La première génération, celle qui a vu chuter, était assez divisée. Il y avait les jeunes qui disaient bon, pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant, un peu d'occidentalisation, mais aussi un petit peu d'oxygène, parce que à la fin de la période soviétique, l'idéologie communiste était quand même assez mise à mal. Oui. Il y avait quand même beaucoup d'hypocrisie à l'intérieur du pays au niveau du fonctionnement, donc les gens ne croyaient pas vraiment à l'idéologie, mais les gens aimaient le pays. Et les gens s'étaient prononcés d'ailleurs par référendum contre la division du pays, mais les résultats n'ont pas été pris en compte par les volontés politiques diverses. Donc, c'est Glasnost qui a introduit le pluripartisme, qui a levé la censure sur les publications dans les milieux d'art. Oui. A donné une espèce de bouffée d'oxygène. Le problème, c'est que l'oxygène est toujours nécessaire, mais l'URSS et les élites politiques à la fin du système n'étaient pas assez fortes et n'étaient pas aptes à gérer ce monde complexe. Et l'on a vu rentrer à travers les figures des dissidents, à travers les figures des artistes, des discours radicaux et totalement occidentalistes qui faisaient en fait de la provocation, qui ont largement contribué à développer cette image négative, qui ont lancé un discours extrêmement noir, qui a continué dans les années 90, que les années 90, quand vous regardez le cinéma, quand vous regardez les ouvrages, c'est une période extrêmement dépressive, extrêmement noire, extrêmement criminelle. Et les gens avaient un dégoût d'eux-mêmes à cette période-là. C'est ce qui est extrêmement terrible dans cette chute de l'Union soviétique, c'est qu'elle a touché les gens dans leur vie au quotidien, elle a touché les gens dans leur perception d'eux-mêmes. Et l'on voit maintenant une différence, parce que la génération qui actuellement regarde ces réformes, les regarde avec un petit sourire en coin en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient naïfs !» Parce que c'est très bien le pluripartisme, mais cette grande démocratie occidentale, mais quand on regarde comment cette démocratie fonctionne en Occident, maintenant elle ne convainc plus personne. On voit les dérives et on voit ce retour à cette thèse de faux multipartisme où en fait vous n'avez
qu'un champ politique possible et plusieurs visages pour l'exprimer différemment. Et c'est ce que, en fait, les soviétiques, à la fin, et les Russes, au début, dans les années 90, n'ont pas compris. C'est que le pluralisme politique à l'occidental, c'est la diversité, non pas des idées, c'est la diversité des visages. Et eux ont réellement voulu mettre une diversité des idées, ce qui a conduit le pays à l'effondrement. Aucun pays ne peut survivre réellement à des alternances, à des discours alternatifs idéologiques, c'est-à-dire qui ont une vision d'ensemble de l'individu et du monde qui soit différente. Parce que dans ce cas-là, à chaque changement, vous tombez dans une remise à zéro de tous les comptes. Or, tout système politique a besoin de se construire dans la durée, d'ajouter à chaque fois, de corriger, certes, mais d'ajouter. Et maintenant, effectivement, les gens sont beaucoup moins naïfs et s'ils apprécient certaines choses en Occident, et ils apprécient effectivement cette liberté d'expression qui est aujourd'hui beaucoup plus présente en Russie qu'on ne la trouve en France, par exemple, ils comprennent que c'est quelque chose d'extrêmement fragile, qu'il faut faire extrêmement attention pour ne pas conduire à l'implosion, et surtout qu'elle ne doit pas être acquise au prix du pays. Et ça, ils le comprennent, et on sent, juste pour terminer très rapidement, on sent un regret de l'Union soviétique comme pays, plus que comme système idéologique, mais aussi comme pays, parce que c'était une puissance qui était sociale et qui prenait en compte l'être humain et la valeur humaine. Et avec tout ce discours ultralibéral actuellement, bon, depuis quelques mois, il est remis en cause, mais il y avait une certaine négation de la valeur de l'homme dans son individualité. Et ça, c'est intéressant à voir cette évolution justement de la prise en compte des choses. Gamal Abina, toujours sur ce point, sur ce regard de l'Occident à l'égard de la personnalité de Mikhaïl Gorbatchev, on peut tout de même admettre qu'il a cherché à instaurer la paix entre l'Est et l'Ouest, n'oubliant pas qu'il est détenteur du prix Nobel. Il a eu le prix Nobel en 1990. Je n'ai pas envie de plaisanter sur le prix Nobel, mais enfin bon, quand on sait que Obama a obtenu un prix Nobel par anticipation et le nombre de guerres qu'il a conduit à la suite de cela, je ne prends pas ça très au sérieux. Les prix Nobel, c'est plutôt de la symbolique et je mets dans la symbolique ce que ça représente. On a eu aussi Arafat qui a obtenu le prix Nobel avec un criminel, parce qu'on a oublié que c'était un faucon de Rabin. Donc le prix Nobel, je prends pas ça au sérieux. Mais qu'avez-vous à dire sur cette Gorbimania qui a été très à la mode à un moment donné en Occident? Alors la Gorbimania, c'était une façon de dire merci, monsieur Gorbatchev, on n'a plus les risques nucléaires, on n'a plus les risques de frappe atomique, on n'a plus les risques de guerre en Europe. Vous êtes un réformateur, donc un homme formidable. Ça, c'est parce qu'encore une fois, c'est la vision occidentaliste, c'est pas une vision sérieuse. C'est-à-dire qu'ils aiment un homme parce que cet homme a détruit l'Union soviétique. C'est pas un argument. C'est bien de faire la paix, mais de l'autre côté, les conséquences sociales et les conséquences psychologiques pour l'Empire russe, l'ex-Empire russe, donc la Russie, la grande Russie, ont été calamiteuses et le peuple russe l'a très mal vécu, ça. Alors c'est vrai qu'en Occident, on aime celui qui a finalement, quelque part, il est perçu comme une sorte de traître en Union soviétique parce que ils se sont dit, ce gars-là, il prétendait vouloir maintenir le soviétisme et finalement, il en a été fossoyeur. Pas partout les Russes, Gamal Abina. Non, pas partout. Je parle vraiment la base populaire. Je ne parle pas des élites ou des gens qui en ont profité. Je parle vraiment des gens qui, parce qu'il y a évidemment les opposants politiques, ceux qui ont subi le communisme violent, évidemment, qui se sont satisfaits de ça. Mais par la suite, beaucoup de ces gens-là sont revenus parce que l'alternative, c'est quoi? C'était le rêve communiste, collectiviste, qui partageait les richesses, alors qui était un échec. Contre l'ultralibéralisme qui est encore plus violent finalement, parce que l'ultralibéralisme il fait quoi? Il met des gens à la rue, il réduit des gens à la misère sociale, il retire les retraites de tous les fonctionnaires par exemple, c'est ce qui s'est passé. Et surtout, il a privatisé les richesses du pays. C'est quand même extrêmement grave d'avoir donné le pouvoir des oligarques de récupérer Gazprom comme si si une richesse nationale pouvait appartenir à un oligarque, à un homme privé. C'était pas normal. Donc tout ça c'est quoi? C'est les réformes de Gorbatchev qui n'étaient pas au départ. La volonté n'est pas la destruction de l'Union soviétique, on le sait. Il a voulu ralentir ou améliorer le système soviétique, comme l'aurait fait à l'époque, en son temps, Khrouchtchev. Khrouchtchev aussi avait cette volonté-là. Oui. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la perception qu'on a de Gorbatchev, c'est du côté occidental, l'homme qui a mis fin à l'Union soviétique. C'est vrai que c'est pas dit comme ça, mais dans les faits, quand on voit la façon dont il a laissé Erich Honecker
détruire le mur de Berlin. Finalement, il a laissé les Allemands de l'Est partir à l'Ouest. Il a laissé le démembrement au fur et à mesure de se faire. Évidemment, du côté allemand de l'Est qui était occupé, c'était une idée formidable. Évidemment que les pays d'Europe centrale étaient contents de ne plus être sous le joug soviétique et sous le pacte de Varsovie. Évidemment que le soviétisme, ça a été aussi les répressions de 58, quand ils ont fait plusieurs coups comme ça à Prague et autres. Mais de l'autre côté, au niveau de la population russe de base, donc l'essentiel, 200 millions d'individus, ils ont vu une catastrophe non seulement économique pour eux, mais une catastrophe d'ordre de la fierté, d'ordre de l'idée de se dire, nous qui avons envoyé le premier homme dans l'espace, on se retrouve pratiquement au rang de mendiants. On perd la guerre en Afghanistan, ce qui est déjà une première catastrophe. Alors pour les autres, évidemment, c'est formidable. Gorbatchev a arrêté la guerre. Mais en même temps, ils perdent tout le prestige, toute l'idée qu'ils avaient véhiculée, tout ce rêve d'un égalitarisme social qui était possible pour la planète. Évidemment, c'est une utopie, mais les gens ont pu y croire. Alors revenons sur le contexte dans lequel le décès de Mikhaïl Gorbatchev intervient. Il y a eu, alors qu'il était encore en vie, cette exacerbation des tensions entre la Russie et l'Occident. Quelle était, Karine Béché-Golovko, sa position sur la politique de Poutine à l'égard de l'Occident, la politique extérieure de la Russie? Il avait ce discours un peu bonhomisant, on va dire, qui est globalement pro-occidental et qui parle de paix parce qu'il ne peut pas parler de reddition. Et il sait très bien qu'il ne peut pas se permettre une opposition frontale, parce que sinon, quand même, ce qui lui resterait encore d'image en Russie s'écroulerait, surtout en ce moment. Mais il avait toujours ce discours, comme on dit, comme on aime dire, du clan de la paix. Et ce mot de paix est un mot qui est extrêmement traître, finalement, parce que la paix veut tout dire et ne veut rien dire. La paix, ça veut dire aussi de mettre en place les conditions pour éviter un conflit. On retiendra d'ailleurs l'intervention de Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a parlé d'un Mikhaïl Gorbatchev qui avait une vision romantique de la relation entre la Russie et l'Occident. Oui, romantique, mais c'est quand même extrêmement problématique quand il s'agit d'un chef d'État, parce qu'un chef d'État doit être pragmatique, qu'on ne lui demande pas d'être romantique, sinon avec son épouse. Donc, le romantisme de Gorbatchev a conduit à l'effondrement de l'URSS, puisqu'il a fait il a pris des mesures sans avoir de contrepartie et sans avoir de garantie en face. Donc, il a non seulement donné des signes de faiblesse, mais en plus, il a déjà brisé un équilibre. Et ce sont ces conseils un peu qu'il redonnait lorsqu'il conseillait, lorsqu'il commentait la politique internationale de la Russie aujourd'hui. Donc, il est vrai que son poids politique à l'intérieur du pays était absolument nul. L'expérience était déjà contre lui, donc les gens n'écoutaient pas forcément. Oui. Mais il était aussi cette espèce de voix latente de l'Occident qui distillait un petit peu à l'intérieur, cette espèce de fausse bonne conscience qui dit toujours « j'aime tout le monde », mais il me semble qu'il faut être adulte aussi à certains moments. Le conflit est malheureusement inévitable entre les êtres humains. Et montrer des faiblesses est en fait le meilleur moyen pour que ces conflits se réalisent. Parce que les gens en général ont peur des forts, et lorsqu'ils voient de la faiblesse en face d'eux, au contraire, ils se sentent beaucoup plus prêts à attaquer. Et ça, on le voit de manière régulière avec l'histoire des peuples et des guerres. Gamel Abina, toujours sur ce point, pendant les 20 dernières années de sa vie, Mikhaïl Gorbatchev s'était régulièrement inquiété des tensions grandissantes avec Washington. Oui, parce après on l'a pris un peu comme une sorte d'apôtre. C'est vrai qu'il était faible. C'était pas un homme très fort. C'est un homme qui ne maîtrisait pas les rapports de force et qui a eu le sentiment, en donnant beaucoup de concessions, que finalement, il obtiendrait autre chose. Il n'a rien obtenu. La question du pacte de Varsovie démembré, ça a été une concession qui n'a pas été, il n'y a pas eu de contrepartie avec l'OTAN. C'est la raison pour laquelle l'idée un petit peu romanesque du personnage se heurte à la réalité. Oui. En réalité, Gorbatchev n'était pas un homme éclairé. C'est un homme qui a vu la fin de l'Union soviétique arriver, mais qui n'avait pas prévu une transition, une possibilité de pouvoir la maintenir. Il n'a pas du tout anticipé les problématiques et sa relation à l'Occident est une relation effectivement d'un homme peu expérimenté. La seule chose qui lui était favorable en réalité de la part des Occidentaux, c'est de dire tiens,
On a passé Brejnev, on a passé Andropov, tous ces vieux classiques. Il était jeune quand il arrive au pouvoir en 85, donc on pourra discuter. Et lui a été un peu flatté de cela, et en même temps, il voulait montrer qu'il était un homme de dialogue. Alors c'est vrai qu'il a dialogué, mais il a dialogué dans un rapport de force défavorable. Oui. Et quand vous avez en face de vous des gens déterminés, surtout comme les États-Unis, qui rêvaient que de voir l'Union soviétique s'effondrer dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès le 8 mai, ils voulaient absolument finir avec l'Union soviétique. Eh bien, quand vous avez ça en face de vous, des gens qui sont assez retors, faut pas le perdre de vue, les États-Unis, c'est pas des hommes de parole. Eh bien, un homme comme Gorbatchev n'était pas le bienvenu. Il n'était pas en mesure de faire face, et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, il s'alarme des tensions, parce qu'il voit bien que Poutine est déterminé, que c'est un homme qui est beaucoup plus fin politiquement, qui est beaucoup plus capable de faire face, et qui le fait avec brio. On voit très bien son relation avec le rapport avec le gaz, les coups de pression, la façon de se déployer graduellement. Poutine a montré qu'il était un homme d'État, ce que Gorbatchev n'a jamais vraiment été. Il a régné 6 ans sur l'Union soviétique, il a perdu, et personne ne pensait un seul instant à regretter cet homme. Il n'y a qu'en Occident qu'on le regrette. Alors, on peut dire qu'on est loin de l'ère Gorbatchev. Karine Bécher-Golovko regarde du contexte actuel. Il vaudrait mieux effectivement que l'on s'en préserve le plus loin possible aujourd'hui, en tout cas et pour la Russie et pour l'équilibre sécuritaire sur le continent européen, parce que tant que la Russie montre force, les États-Unis hésitent, ils continuent à faire la guerre à la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine, mais il suffirait que la Russie montre le moindre petit signe de faiblesse pour ce qu'ils se lancent et qu'ils tentent de réussir enfin ce que beaucoup d'autres ont tenté avec eux et n'ont jamais réussi. La seule manière de vaincre la Russie, et c'est que l'exemple de Gorbatchev a donné, c'est de la vaincre politiquement. La Russie n'arrive pas à être vaincue militairement. Nous l'avons vu avec Napoléon, nous l'avons vu avec Hitler, parce que dans cet affrontement direct, le peuple fait corps et elle dégage une énergie absolument phénoménale. Il y a un patriotisme réel qui n'a absolument rien d'artificiel et qui permet au pays de battre sur la terre n'importe quel ennemi. En revanche, il suffit d'avoir des élites politiques suffisamment faibles pour pouvoir trahir le pays, le démoraliser, et dans ce cas-là, la Russie a beaucoup de mal à réagir et à se relever. Et ça, c'est cette leçon qui a été tirée de l'histoire. Aujourd'hui, heureusement, dans cette situation, la Russie a été extrêmement patiente avec 2004, la première révolution de couleur en Ukraine, ensuite 2014, le Maïdan, les accords de Minsk qui n'ont pas été, on va quand même dire, respectés, alors qu'ils prévoyaient quand même que le Donbass restait à l'intérieur de l'Ukraine. Donc le problème aurait pu être réglé. On rappellera aussi que cette russophobie montante était avant le retour de la Crimée, le rattachement de la Crimée en Russie, puisqu'on l'a déjà vu au JO de Sotchi. Donc il y avait quand même une volonté à ce moment-là de relancer un combat militaro-politique contre la Russie. La Russie a été extrêmement patiente, mais quand son territoire a commencé à être touché par l'armée ukrainienne au début de l'année, et quand l'Ukraine a parlé d'armes nucléaires, dans ce cas-là, effectivement, la patience a pris fin. Alors pour conclure, Gamal Abina, si Mikhaïl Gorbatchev a mis fin à un monde bipolaire, cette fois-ci la Russie tente à travers ce qui se passe actuellement en Ukraine, instaurer un monde multipolaire? Alors, je dirais pas multipolaire parce que c'est un terme qui est très à la mode et je ne crois pas du tout. Je pense que le miracle qui a été provoqué... J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres émissions. Allez-y. Avec plaisir. Donc, moi, je dis un monde bipolaire. On revient sur cette structure du monde bipolaire. Oui. Et pour une fois, cette bipolarité profite à l'Est et pas à l'Ouest. Parce que les Russes et les Chinois, pour la première fois de leur histoire, depuis très longtemps, sont d'accord. Et ça donne quoi? Ça donne que, j'ai envie de dire que le monde unipolaire, le monde donc de la barbarie américaine, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui a attaqué n'importe quel État quand ça lui chantait. Ce monde bipolaire a pris enfin son terme depuis que les Russes sont sortis en Ukraine. Je ne me satisfais pas de cette guerre, évidemment, mais les Russes ont dit on arrête là, c'est bon. On va arrêter de faire cette espèce de dictature de la pensée, cette poussée de l'OTAN, cette montée des missiles contre nous, parce que c'est ce qui se passait, les missiles qui ont été installés en 2007, c'était contre les Russes. Ils ont dit on va arrêter ça et on va rétablir, et moi, un être humain qui marche normalement, il marche sur 2 jambes. Eh bien, le monde doit marcher sur 2 axes. Il doit y avoir un côté Est et Ouest équilibré. Et ce rééquilibrage des forces qui va rééquilibrer la terreur va peut-être, je l'espère, calmer les ardeurs des Américains qui étaient quand même extrêmement offensifs. Combien de pays ont été rasés de la carte depuis 91? Il faut jamais oublier ce que les États-Unis ont fait en Asie, particulièrement au Moyen-Orient et en Afrique. Donc ces raisons-là
font que les Russes, de retour, même s'ils le font de façon bruyante aujourd'hui, le font parce qu'ils ont compris qu'on était en train de les chercher sur leur territoire, qu'on était en train d'essayer de les humilier et de ne pas les prendre au sérieux. Et puis, pour conclure mon propos, je dirais simplement, la signature d'un occidental, en règle générale, c'est-à-dire pourquoi ils font des papiers, ne vaut pas grand-chose. Les accords signés avec l'Iran n'ont pas été respectés. Les accords de Minsk qui avaient été signés et qui n'auraient pas dû conduire à la guerre, n'ont pas été respectés. À chaque fois que vous avez une signature avec un Américain, il y a toujours un coup fourbe derrière. Donc, il faut toujours se prémunir et être fort face à ces hommes qui sont forts et déterminés. Karine Béché-Golovko, en guise de mot de fin. Espérons que nos pays, justement, vont tirer la leçon de l'échec de Gorbatchev et pouvoir conduire un rééquilibre des relations internationales qui soit beaucoup plus équitable et qui permettent à chaque pays, justement, de pouvoir redéfendre son intérêt national. Merci Karine Béché-Golovko pour cette intervention. Merci également à Gamal Abina, journaliste et militant qui était avec nous depuis Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée.